Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, et je sais qu'il y en a chaque jour, un rappel du concept, 3 personnes viennent discuter uniquement du premier épisode d'une série que l'on passe en revue scène par scène, et une fois qu'on a commenté en long, en large et en travers ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note située entre 0 et 10. L'objectif, déterminer via un classement quelles sont les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés, pour ce nouveau PPP, 2 voix que vous avez déjà entendues ici même dans l'émission consacrée à Émilie Paris. L'une évoque l'amitié, le plus souvent sous le prisme de l'interview dans son podcast Friendship. Il s'agit de Solène. Salut Solène. Salut Junior. Tout va bien ? Très bien, merci, je suis ravie d'être là. Bon, pour une série plus sympa là, cette fois. Sachez que je me fais engueuler hors antenne, évidemment. Et l'autre voix, vous avez déjà pu l'entendre également dans les PPP consacrés Six Feet Under ou encore Buffy. Et évidemment ce chef-d'œuvre, Émilie Paris. Je suis ravi de retrouver ce mois-ci Colline. Salut Colline. Salut Junior, salut à tous. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Sois à nouveau la bienvenue. Ça me fait Merci. plaisir de te retrouver. Au programme aujourd'hui, direction le 8 avril 2018, date à laquelle débarquait sur la chaîne BBC America la fiction Killing Eve, création de Phoebe Waller-Bridge. 4 saisons et 32 épisodes. La série s'est arrêtée il y a à peine un an, le 10 avril 2022. Elle est disponible sur Canal+ Série, MyCanal ainsi qu'en DVD et en Blu-ray. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Je travaille pour les services secrets. J'avais raison à propos de la meurtrière. Ils veulent que j'enquête sur elle. Et ils ont besoin de toi pour un autre job. Quand? Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale et qu'elle a déjà pris pour cible un certain nombre de personnes influentes dans le monde. La nouvelle série qui flingue les codes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur l'échelle de la folie, elle est bien perchée. Je parie qu'elle avait déjà tué avant d'en faire son métier. Solène, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, est-ce que tu peux nous faire le résumé de Killing Eve, s'il te plaît ? Alors oui, c'est une série qui tourne autour de 2 personnages principaux, 2 femmes. La première c'est Eve, donc Eve pour ceux qui vont regarder en VF, qui travaille au MI6 à Londres. Et elle, en gros, elle rêve de faire une carrière, d'avoir une affaire palpitante, quoi, d'avoir une enquête. On sent que ça la travaille et qu'elle se fait chier dans son boulot. Et l'autre personnage qu'on suit, c'est Villanelle, qui est une tueuse en série, qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série. Et donc forcément, leurs destins vont se croiser. Et vont faire même plus que se croiser, mais ça, vous découvrirez dans la série. Un vrai jeu du chat et de la souris qui va s'installer doucement et sûrement au fur et à mesure des épisodes. En effet. Allez, une question traditionnelle avant d'entrer de plein pied dans ce pilote, comme d'habitude. Colline, quand est-ce que tu as découvert la fiction Killing Eve et qu'est-ce que cette série représente pour toi ? Alors moi, quand Killing Eve est sorti, donc en 2018, j'étais dans mon tout premier travail dans les médias, et ce qui voulait dire que j'avais accès aux pilotes avant qu'ils sortent. J'avais un accès VIP que d'autres pauvres mortels n'ont pas, et donc j'ai pu la découvrir en avant-première. Et je me souviens, déjà je vouais déjà un culte à Phoebe Waller-Bridge. Fleabag est ma série préférée, Crashing est excellente également, il faut la regarder. Donc tout ça fait que je partais dans de bonnes dispositions, et je me souviens avoir regardé le pilote et d'avoir littéralement pété un plomb. Ok, je spoil vraiment mon avis là actuellement. Oui, pas trop, mais, point trop n'en faut. Mais voilà, ça représente aussi une époque où j'avais accès aux pilotes en avance. Déjà, c'était rare de rencontrer des pilotes comme ça aussi bien construits. Donc voilà, c'est une série que j'affectionne particulièrement. C'est nous les pauvres mortels, hein. Il y en a qui ont de la chance. Je sais, non, mais je vous regarde dans les yeux quand je dis ça. Nous, on peut aller se brosser, hein, voilà. Donc, juste une précision, d'ailleurs, tu me fais penser. Phoebe Waller-Bridge, pour ceux qui ne situent pas, on a déjà commenté un pilote d'une série qu'elle a créée. Donc Fleabag, c'était notre tout premier épisode, dans un pilote presque parfait. Et aussi, pour ceux qui vraiment ne voient pas qui c'est la future nièce d'Indiana Jones dans le prochain volet qui sortira en juin prochain. Elle a également participé au scénario sur ce projet.
Voilà, donc peut-être qu'avec cette info, vous situerez, parce que je sais que le trailer a fait des millions et des millions et des millions de vues. Pour ma part, Killing Eve, c'était une découverte en 2018, quand la saison des séries était une émission radio pour Radio Campus Paris, et je n'avais pas Canal+, je n'avais pas envie d'investir dedans, et j'ai découvert un cousin américain, très pratique, qui s'appelle le streaming. Et Toi aussi, tu l'as, ce cousin américain, dis donc. on a tous ce cousin en commun, hein. C'est fou, on est tous de la même branche. Donc j'ai découvert la série à ce moment-là, et évidemment, il y avait 2 arguments qui m'ont poussé à la regarder. C'est simple, c'est évidemment son auteur, sa créatrice, Phoebe Waller-Bridge, PWB pour les intimes, et aussi Jodie Comer, que j'aime beaucoup, que j'avais pu découvrir dans une mini-série anglaise de la BBC, c'était 13, qui racontait en fait comment elle a été kidnappée à 13 ans, elle est restée captive 13 ans, et ça nous raconte, donc prise en otage pendant 13 ans, et ça nous raconte sa sortie et sa reconstruction. Elle est formidable dans cette mini-série que je vous recommande. Donc ces 2 arguments-là faisaient que c'était pour moi une évidence de me tourner vers cette série. C'est surprenant que ce soit plus Jodie Comer qui t'y amène plutôt que Sandra Oh. Moi, j'imagine que tu n'es pas un fan de Grey's Anatomy. Mais c'est vrai qu'elle était plus niche en tout cas que Sandra Oh à l'époque de la sortie. Bien sûr, je l'aimais beaucoup en Christina Yang, mais Grey's Anatomy, j'ai vite arrêté. Moi, quand ils se sont mariés avec des post-it, là, voilà. Donc... On fera le pilote de Grey's Anatomy un jour, j'espère que tu m'inviteras. Oh non, épargnez-moi, j'en peux plus. Il est génial, c'est un super pilote. Je sors d'Hartley cœur à vie. Laissez-moi revivre, merde. On en reparle dans quelques mois. Ma chère Solène, Oui. toi, quand est-ce que tu as découvert cette série, Killing Eve ? Et bah, contrairement à vous, moi je l'ai découvert sur le tard. En fait, j'en ai énormément entendu parler dans des podcasts, dans des émissions, surtout dans la sphère féministe en fait, parce que c'était pour une fois une série réalisée par une femme qui cartonnait, avec en personnages principaux 2 femmes et qui ont vraiment des rôles que normalement on n'attribue pas à des femmes, quoi. Donc j'en avais beaucoup entendu parler, sauf que moi mon cousin américain m'a fait faux bond, donc j'ai dû attendre d'avoir des codes Canal pour regarder, et donc je pense que j'ai dû regarder la première saison pendant le confinement peut-être, ou peut-être pendant le deuxième, mais voilà, et j'ai été conquis dès le début, quoi. Enfin franchement, mais on en parlera un peu plus après. Ouais, c'est une chouette série, franchement, n'hésitez pas à aller jeter un œil. La formule la moins chère, c'est Canal Plus série. Je ne suis pas sponsorisé par eux, hein. Je suis pas pote avec CAD qui aurait les codes. Voilà, donc je vous donne l'info et vous en faites ce que vous voulez. Le pilote de Killing Eve s'appelle Un si joli visage. Et là, contrairement à Hartley cœur à vie, il n'y a pas de disclaimer à base de propos racistes qui sont tenus. Tout ira bien dans cet épisode, vous inquiétez pas. Heureux, c'est 2018 encore une fois. Le pilote s'ouvre sur la ville de Vienne où se déroule la première scène. On y rejoint un café en ville et on y découvre Villanelle. Je vous donne son nom pour que ce soit plus simple pour vous dans la compréhension. Donc Jodie Comer qui mange tranquillement son dessert, une glace. Et face à elle, on découvre une petite fille qui copie la façon de manger de Villanelle, à moins que ce ne soit l'inverse. Villanelle fixe la gamine sourit au barman, Villanelle l'imite à son tour, jette un œil sur sa montre tachée par une goutte de sang en mode « Oh merde, je dois filer ». Elle laisse un pourboire au barman et prend soin de renverser la glace sur la petite qui était en train de déguster sur son joli haut. La pauvre, son haut est tout sale maintenant. Et notre Villanelle quitte les lieux pépouze comme si de rien n'était. D'ailleurs, dans sa main, on dirait que Villanelle tient un billet d'avion ou un billet de train, je sais pas trop. Un billet d'avion, je pense. Oui, je pense. Que vous a inspiré ce pré-générique. Il y a déjà tout ce qui fait Villanelle. Elle est extrêmement cruelle, déjà. Enfin, elle est méchante sans aucune raison envers une enfant, littéralement. Et il y a surtout ce truc de copier les expressions des autres, qui est typique d'un comportement de psychopathe, en fait, où elle-même n'arrive pas à comprendre et à ressentir et à exprimer ces émotions-là intérieurement et du coup physiquement sur son visage, et qui du coup va copier les sourires, les expressions, les mimiques des gens qui lui sont autour, mais sans jamais ressentir à l'intérieur la moindre émotion, ce qui fait d'ailleurs qu'elle peut bully une enfant de 6 ans sans aucun remords, et au contraire en trouvant ça amusant. Ce que j'ai adoré aussi, c'est dans la réalisation, en fait, parce que c'est une scène où il n'y a aucun dialogue et tout se passe avec le jeu d'acteur, la musique, et en fait dès le début on est plongé dedans en se disant ok,
si c'est comme ça tout le long, ça va être ouf parce qu'en fait, on n'a même pas besoin de dialogue pour comprendre ce qui est en train de se passer dans la scène. Et ouais, moi je trouvais que dès le début, c'était là quoi. Les décors, les costumes, c'est déjà au top. En 1 minute, on est déjà dans un truc très particulier. Elle est déjà stylée. Ouais. On souligne déjà son côté asocial, son côté où elle a besoin de copier le comportement des autres pour finalement être comme les autres. Et de faire du mal aux autres. Exactement, et j'adore comment on trace tout de suite les contours de sa singularité sans un mot. C'est fabuleux, c'est l'un des meilleurs pré-génériques qu'on ait eu à commenter, je pense. Complètement, oui. Allez, premier chapitre. Eve joue à des jeux chelous. Du coup, on rencontre notre deuxième protagoniste, qui est donc Eve, jouée par Sandra Oh, tu l'as dit, Christina, dans Grey's Anatomy. On la retrouve au lit avec son mari qui se réveille en hurlant. Son mari est complètement paniqué, essaye de savoir ce qui va pas, et en fait, Eve finit par dire que c'est juste que ses 2 bras sont engourdis. Voilà, point. On sent qu'il n'y a pas que Villanelle qui est psychopathe. Hein. Elle est marrante, mais d'un côté presque un peu borderline. Et donc, on se comprend qu'ils se réveillent tous les deux d'une soirée un peu alcoolisée. Voilà, on découvre une personnalité un peu marrante de Eve, mais on sait jamais si c'est du lard ou du cochon, quoi. Enfin, elle est un peu... on sait jamais trop si elle est sérieuse ou pas. Et son mari, pour le coup, a l'air d'être un bon gars. J'ai un énorme kink sur les mecs qui ont des moustaches. C'est un vrai problème. Je sais pas d'où ça vient. Mon père n'a pas de moustache, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, son mari, je le trouve incroyable. Enfin, Waouh, il se passe quelque chose. Ce podcast se transforme en psychothérapie, que de confessions. Non, mais faut que j'y réfléchisse, parce que je l'ai vu. En vrai, il est assez... mais je sais pas, il y a un truc, quoi. J'ai envie qu'il aille bien. Waouh. Voilà. On dirait que tu parles de Ted Lasso quand tu le décris comme ça. Putain, j'ai pas regardé Ted Lasso, mais c'est peut-être aussi parce que je me protège quelque part. Non. Je vais me reconvertir, je vais devenir psy. Bref, on va pas trop passer de temps là-dessus. Voilà, on vient de rencontrer Eve et son super mari à moustache. La suite. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce podcast ? Bonjour à tous. Un meurtre a été commis à Vienne. Viktor Kedrin, un politique russe en visite en Autriche la semaine dernière. Il n'était pas très populaire, mais c'était un homme très en vue. Hier, Kedrin sortait d'un restaurant de sushi, a tombé par terre, je dois bien l'avouer, à Stephenplatz. Il était avec sa petite amie Kasia Molkovska. On ne sait comment, à une 50aine de mètres du restaurant, l'assassin est parvenu à sectionner l'artère fémorale de Kedrin avec sa lame sans même que lui ou sa petite amie s'en aperçoivent. Il a saigné près d'1 minute avant de s'effondrer. Cool. Sa petite amie est le seul témoin que nous ayons, mais elle a fui la scène de crime. Interpol l'a localisée ici, au Royaume-Uni. On l'a récupérée à Hammersmith ce matin. Elle a besoin de protection. 20 livres que c'était une femme. Pardon. Désolée, rien. Nous ferons tout le nécessaire pour que... Vous avez des images de vidéosurveillance du tueur? Non, d'après nos informations, c'était dans un angle mort. On retrouve Eve dès le lendemain dans les couloirs d'un bâtiment, du coup. On retrouve Eve au boulot, hein, globalement. Elle se retrouve au MI5. Du coup, c'est bizarre. MI6. Oui, mais en fait, du coup, c'est trop bizarre parce que donc, dans le résumé, c'est écrit MI5. Et en fait, moi, j'ai même noté ça dans mes notes parce que je pense que ça doit être dit ça dans la série, en vrai. J'ai la réponse, je viens de googler. En fait, le MI5, c'est le Security Service. Et en fait, Eve fait partie du MI5, puis ensuite transitionne vers le MI6, qui est le Secret Intelligence Service. Ok, parce que voilà, j'étais perturbée là. Je viens d'apprendre quelque chose également, j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Donc du coup, elle est dans les bureaux du MI5 et on va là découvrir pas mal de personnages qui vont avoir leur importance pour la suite. Pas dans le pilote, mais dans la suite de la série en tout cas. Elle se retrouve autour d'une table avec Bill, donc son supérieur au MI5, Frank, son N+2, et Caroline Martins, qui elle est du MI6. Et en fait, ils se retrouvent tous parce que Eve doit, avec Bill, gérer la sécurité d'une témoin d'un meurtre qui a eu lieu à Vienne, d'un diplomate russe, il me semble. Qui adore les trafics sexuels. Oui, voilà, un trafiquant, enfin, voilà. Le mec est pas tout blanc, quoi, hein, clairement. Donc, il a été assassiné à Vienne et il y a une témoin du meurtre, c'est sa petite amie. Et donc, Eve et Bill doivent gérer la sécurité de cette personne. Et Eve, on sent qu'elle va être un peu titillée par l'enquête, déjà, parce que... elle se renseigne, elle trouve que c'est cool la manière dont il a été tué, la manière dont tout a été amené. Et dès le début, elle mise sur le fait que c'est une femme qui l'a tué parce que vu que le mec était dans du trafic sexuel, il se serait pas méfié qu'une femme s'approche de lui pour le tuer alors qu'il se serait plus méfié d'un homme parce qu'il pense que les femmes sont un sexe faible. Il faut parler du fait de comment il a été tué. Quelqu'un lui a coupé
lui a fait une toute petite coupure à l'artère fémorale, donc je sais pas si vous voyez, mais c'est près de l'aine, c'est vraiment la jonction entre la cuisse et le buste, quoi. Et il s'est vidé de son sang sans même s'en rendre compte, c'est hyper stylé. C'est hyper stylé, c'est pour ça qu'elle dit « Ouais, trop cool ». J'entends qu'elle dise « trop cool ». J'aurais été dans cette réunion, j'aurais dit « trop cool » également. D'autant que c'est pile à l'endroit où il n'y a pas de caméra, donc dans un angle mort où on peut pas voir la personne qui a tué. Ça sent la professionnelle. Et pour Eve, c'est une femme, elle n'hésite pas une seconde à glisser cette info, hein. Ouais. À Caroline Martins, qui est l'une des pontes en fait du MI6, qui est en charge du bureau russe. C'est pour ça qu'elle est sur cette affaire, puisque c'est un diplomate russe qui a été tué. Et retenez bien, les amis, vous qui nous écoutez, que ce témoin en fait sera le fil rouge de l'épisode, parce que ce qu'il faut, c'est la garder en vie pour avoir plus d'infos et savoir qui est l'assassin en question du diplomate. Bah, c'est ce qui va faire aussi que Eve, on va voir par la suite, elle reste un peu dans l'enquête, quoi. Elle a envie d'en savoir plus parce que du coup, elle a cette témoin à garder en vie. C'est sa porte d'entrée dans cette enquête. J'aime beaucoup la façon dont on parle d'éléments graves et c'est ponctué d'éléments comiques à base de croissants. Vas-y, tu m'en donnes un peu là. Oui, bah Eve et Bill, en fait, ils ont fait une soirée ensemble pour l'anniversaire de Bill et donc du coup, ils sont tous les deux KO. C'est le samedi en plus, c'est en plein dans un week-end, donc ils n'avaient pas du tout prévu d'être appelés. Enfin, normal, tu prévois pas un meurtre, mais... Putain, on voulait passer un week-end tranquille, merde. Oui, puis le N+2, il a super mal pris de pas être invité, donc à côté, il briefe un meurtre diplomate. Et en même temps, Franck est tout vexé, tout ronchon parce qu'il n'a pas été invité, parce qu'effectivement, personne n'a l'air de l'aimer. Donc c'est hyper marrant. Le côté guéguerre de bureau et victime qui s'est vidé de son sang dans la rue, c'est trop drôle. Bah, on sent aussi qu'il y a vraiment de l'humour anglais, en fait. Enfin, il y a déjà la patte de la réalisation anglaise, de l'humour anglais dans les premières scènes de la série, quoi. En effet, je ne sais pas si je l'ai précisé en intro, juste pour être précis, c'est une série américano-britannique, puisque c'est sur la BBC certes, mais sa filiale américaine, BBC America, que c'était diffusé. Voilà, c'est une coproduction. Chapitre suivant, Villanelle in Paris. Wow. Bon, Solène me l'a piqué, hein. Je suis dégoûté, du coup ça... Mais c'était en off, refais-le. Oui, non, mais évidemment, ça vaut... Enfin, c'est la même chose. Elle habite un appartement beaucoup trop grand et elle est très stylée. Après, la différence, c'est que Villanelle, elle gagne vraiment beaucoup d'argent. Mais en faisant un vrai métier, tuer des gens. Tuer des raclures. C'est trop drôle parce que Villanelle fait un geste sympa de ramasser les lunettes dans le métro. On est dans le métro parisien. Elle, au moins, elle le prend, contrairement à Émilie. Donc un monsieur fait tomber des lunettes et tout, elle l'aide gentiment. Mais scène suivante, quand elle arrive chez elle, elle tombe sur une mamie qui descend péniblement les escaliers avec des mains bien chargées de grosses poubelles. Elle se moque d'elle en mode, et en français dans le texte, hein, allez mamie, tu vas y arriver. Et au lieu de l'aider, la mamie traite Eve de connasse, parce que bon, elle l'aide pas, quoi. Mais là, c'est vraiment trop drôle. Incroyable. Incroyable cette scène. Tu te dis, mais je regarde un drama ou je regarde une comédie, je regarde une dramédie. On arrive dans l'appartement de Villanelle qui est tout sauf une chambre de bonne. Une fois chez elle, Villanelle range sa perruque, se déshabille, et là j'ai bloqué, mesdames. J'ai vraiment bloqué. La meuf a une putain de brassière en Kevlar. Mais c'est justement, ça fera lien avec le témoignage de la témoin plus tard, qui dira que c'est une personne avec des tout petits seins. Oui. En fait, elle les a plaqués. Ouais, bah comme les judokas, en fait, comme les judokates, elles peuvent faire en compétition pour ceux qui ont une référence de sport. Voilà, c'est la même chose. Elle met de la musique classique, elle se met devant le miroir et se maquille de façon à paraître hyper pâle. Elle se cale sur le canapé avec une bouteille d'alcool à la main après avoir disposé des cachetons sur la table basse et reste, boum, inerte. Elle ne bouge plus et là un vieux monsieur entre. Alors pour vous situer, amis auditrices et auditeurs, c'est Constantine. C'est qui Constantine par rapport à Villanelle ? C'est son chef. Ouais, c'est son handler, c'est le mec c'est son manager un peu. Il lui donne les missions, il la gère quand elle fait des conneries. C'est son manager. Bah ouais, ça c'est ce qu'on voit dans le pilote. Après, au fur et à mesure, on apprendra un peu plus sur leur relation, mais dans le pilote, c'est ça. Notamment sa formation en Russie, c'est ça ? Si je me souviens bien. Ouais. Il se penche sur Villanelle en se demandant si elle est morte et bah, elle bondit pour le surprendre. On sent que Villanelle aime bien l'embêter car juste après cette blague, elle lui propose de mater un film tout en sachant qu'il dira non. Et elle se met à l'imiter Constantine, qui d'ailleurs est venu pour une mission bien précise, lui délivrer sa future mission dans la foulée après l'avoir payée. Et Villanelle se dit « Oh merde, encore une mission où je vais être toute seule ». Et juste après le départ de son contact, Villanelle consulte la carte donnée par Constantine et découvre le visage de sa prochaine victime qu'elle trouve plutôt jolie.
D'où le titre de l'épisode, un si joli visage. Et cette relation, je trouve, entre Villanelle et Constantine est trop chouette. On dirait un peu une relation père-fille. Enfin, il y a une complicité qui est là dès le départ, dès la première scène. On sent qu'ils tiennent l'un à l'autre, que ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont tous les deux barrés, mais qu'ils se connaissent l'un l'autre et que du coup ils connaissent les défauts des... Enfin, je sais pas. C'est assez... ça marche, quoi. Dès la première scène, ça marche. Ouais. Et puis je trouve qu'il y a un rappel à la scène dans le café au niveau des mimiques et de l'imitation qu'elle fait de Constantine quand elle lui dit « Ah, tu vas rester regarder un film » et qui dit « Non, je peux pas, une prochaine fois peut-être, nanana ». Il y a vraiment un rappel de cette première scène où on voit qu'elle fait que imiter des gens parce qu'en fait elle ne sait pas qui elle est, quoi. Enfin... Oui. Elle apprend par cœur les réactions des gens et c'est tout ce qu'elle sait faire. Et là, c'est pas pour sociabiliser, c'est pour se moquer, comme si elle avait embrassé les codes des relations humaines. Elle est vraiment... c'est difficile de la cerner dans ce pilote et c'est habilement écrit. Et cette mission, elle l'amène en Italie, en Toscane. Mais avant d'y arriver, on va... J'ai noté chapitre suivant. Pourquoi j'ai écrit ça ? Chapitre suivant, Ève et son décap estomac. Ouais, bah si, parce que on revient à Ève, donc qui est au boulot avec sa collègue. On n'en a pas trop parlé, mais on la reverra dans quelques épisodes après. Et donc elle prend un truc parce qu'elle a mal au bide, quoi. Elle l'a trop bu la veille, et donc c'est pour ça, je pense que t'as dû appeler ça comme ça. T'as sens le vécu, Solène. Franchement, non. Moi, j'ai pas eu ces problèmes-là. J'irai pas plus loin. Et donc il débriefe de la soirée de la veille avec son chef, là, avec Bill, qui demande s'ils ont chanté Ce rêve bleu pendant le karaoké. Donc, voilà, un débrief de soirée somme toute classique, quoi. Et il parle donc de la témoin qu'il faut aller surveiller et tout. Et on sent que Ève, elle veut aller l'interroger, et c'est ce qu'elle va faire, sauf que Bill lui interdit. Donc elle lui ment en fait pour lui dire où elle part, pourquoi elle quitte le bureau. Elle lui ment, et donc elle va aller interroger la témoin qui, elle est totalement droguée. Enfin, elle est démontée. Franchement, ça n'a aucun sens, cette scène. Il y a une traductrice parce qu'elle parle en polonais, c'est ça. Ouais. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'elle dit. Donc Ève l'interroge, mais franchement, il n'y a rien à comprendre. Et juste, Ève finit par partir en lui disant en polonais va te foutre au lit, va te reposer. Donc là, on comprend qu'en fait... Elle mentionne qu'elle a appris ce truc de fous-toi au lit, c'est parce que son mari le lui a appris. Son mari est donc polonais. Le mari à moustache. Le fameux mari à moustache qui lui parle en polonais. Non mais au secours. Bouge-toi le cul et va te coucher. C'est pas pour Colline, c'est ce que dit Ève à la témoin du meurtre. C'est ce que Ève dit à la témoin, ouais. Voilà, c'est pas pour Colline. Quoique, donc on a... bientôt. Cet épisode. On enregistre à 20h, donc bientôt. Ah, la mamie. Hélas, sans polonais à moustache. Mes DM sont ouverts. C'est un film porno des années 80 que tu décris, non ? Écoute, c'est trouvable. Ève en a trouvé un. On prend la direction d'une salle de jeu de cartes. Tout à fait. Donc, du coup, Ève, on a bien compris que son mari était polonais. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a enregistré sous le manteau la témoin qui raconte n'importe quoi en polonais, et elle va le faire écouter à son mari et à un jeune dont il s'occupe. Donc, ils sont tous les deux en espèce de bingo avec une association où il n'y a que des vieux. Ça a l'air d'être un peu la zone, mais en tout cas, lui et le jeune garçon avec qui il est sont tous les deux polonais. Et du coup, quand ils écoutent l'enregistrement, ils lui disent « Mais oui, c'est normal que tu n'aies rien compris, parce qu'en fait, c'est que du jargon de personne qui prend du crack, quoi. » Et que la témoin a décrit une tarée à petits seins. Donc là, pour Ève, c'est l'illumination. Elle a enfin la confirmation de son intuition depuis le début. C'était bien une femme, l'assassin est bien une femme. Et du coup, pour faire suite à ça, elle va appeler la collègue dont on a parlé et lui demande de chercher les femmes assassins de moins de 45 ans qui sont actives en ce moment, en tout cas dans le fichier du MI5. Et elle se rend compte assez vite que absolument personne ne correspond au profil, ce qui voudrait dire qu'il serait face à une tueuse en série qui a réussi à passer sous les radars jusqu'à maintenant et qui serait en activité maintenant, mais que personne n'a réussi à ficher ni à appréhender. J'aime beaucoup toute la patte féministe que vient injecter Phoebe Waller-Bridge. C'est quand même culotté de dire putain, comment on va la reconnaître, la tueuse là ? Elle avait des petits seins. Ça, c'est toujours ce qu'injecte comme ça par petites doses Phoebe Waller-Bridge, et que je trouve assez malin et c'est culotté, quoi. C'est amené d'une façon où c'est jamais vulgaire et c'est assez drôle. Puis là, en plus, toute la scène est vraiment tournée
au comique, quoi, en fait, entre avec Dom et le mari de Eve, où Dom, c'est lui qui comprend le plus et il n'arrive pas à dire à Eve ce qu'il a compris parce qu'il a peur de la blesser en disant c'est un peu comme vous, elle a des petits seins, mais vous, les vôtres, ils sont très bien. Il ose pas, c'est trop mignon. Et même toute la scène où elle appelle sa collègue pour lui dire, elle lui donne pas de contexte, elle lui dit juste trouve les femmes de moins de 45 ans tueuses en série, est-ce qu'elle a des gros seins? Et l'autre lui dit mais c'est un nouveau kink, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement une ou deux personnes qui sortent sur son radar ont des énormes seins. Et du coup, ça fait que Eve arrive à conclure que Villanelle n'a pas encore été enregistrée par les services. Donc tout est hyper... c'est hyper drôle. Sa collègue Elena qui vanne un peu Eve en disant c'est bon, t'es assez excitée maintenant? Ouais, c'est bon, ça te convient en termes de fantasme là? Elle a des énormes seins. Mais ils doivent tellement être habitués à ce qu'elle soit folle que de toute façon... Oui, c'est vrai. C'est clair. Elles ont toute une poitrine généreuse. C'est bon, on a fini là, on passe à autre chose. If I say to you, Aladecha, what does that mean? What? And what do you think? Aladecha? I don't want to comment, but I mean, they're lovely. Say it. Alideca is small breasts. Flat-chested, like a plank. Oh my God. See, this kid is using slang your Ethel wouldn't be familiar with. Your killer was a small-breasted psycho, apparently. Excellent translating work. Chapitre suivant. Let's go to Tuscany, baby. On va tous en Toscane. Bon, séance d'escalade pour Villanelle qui grimpe dans la demeure de sa cible qu'elle observe de l'étage jouer avec un gamin, un bambino, puisque nous sommes en Italie. Elle fait les armoires présentes dans la maison et en fait elle cherche des tenues. Et quand Eve entend du bruit, elle finit par se planquer dans une valise. Mais vraiment en mode contorsionniste. Elle est rentrée dans une valise pour fuir un mec de la sécurité, on dirait, on sait pas trop. Villanelle se change et met une jolie robe bleue et blanche fleurie et rejoint la fête en bas. Le papy est la cible, mais le papy il s'amuse à humilier un petit garçon, lui versant un seau d'eau. L'enfant s'enfuit à l'intérieur après avoir hurlé « Tu es horrible, grand-père, je vais me venger !» Bon, on s'arrête là. Que vous a inspiré ce passage? On comprend aussi que c'est l'anniversaire du coup de la cible. Qui est un peu le patriarche effectivement d'une immense famille à l'italienne réunie dans cette grande villa. Sûrement un peu de mafia comme aussi tout là-dedans. Italien toscan et mafieux qui se respectent. Ah non, pas de généralité, moi je veux pas de problème. Moi. Tu connais beaucoup de mafieux toscans? Moi je pense qu'on peut faire des généralités. Ils peuvent envoyer des emails à ce podcast. Laissez-moi tranquille, pas de message. Non mais surtout, je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il y a encore ce truc de... Elle pourrait juste faire son meurtre caché au calme. Non, il faut qu'elle se déguise et il faut encore qu'elle aille se fondre dans la masse et essayer de faire partie de quelque chose. Il faut qu'elle fasse tout un scénario à chaque fois pour se sentir un peu en vie, quoi. Enfin, vivante, elle, c'est... Ouais, puis il y a ce truc effectivement de faire partie de quelque chose qu'elle a jamais eu. De la même manière qu'elle copie les émotions des autres, là elle va copier la personnalité de quelqu'un qui invitait une fête d'anniversaire et qui fait partie de cette grande famille-là. Et c'est assez audacieux quand même pour quelqu'un qui est venu tuer la personne dont c'est l'anniversaire de s'inviter à l'anniversaire, quoi. Ouais. On comprend tout de suite qu'elle aime en faire des tonnes, quoi. Elle aime la mise en scène, en effet. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette scène, on s'en rendait à peine compte dans la scène où on la voit à Paris, et là on le voit plus. C'est c'est plus au niveau de la réalisation que à chaque fois qu'on est dans un pays, ça parle la langue du pays. Et je trouve que du coup, ça met vraiment en immersion parce que souvent dans les séries américaines ou quoi, en fait, si tu regardes, t'auras tout le temps tout en anglais et du coup, Et comme par hasard, les locaux parlent super bien anglais. Oui, effectivement, vous avez raison. À chaque fois, on est dans la langue du pays et Villanelle, et par la langue du pays, c'est aussi un moyen aussi de nous dire que elle est polyglotte, intelligente et polyglotte, etc. Même si, son français, franchement, il est nul à chier. C'est pas ouf. Voilà. Moi, je comprenais pas tout. J'ai pas tout compris. Tu sens que c'est de la phonétique, quoi. Ouais, c'est un peu chaud et ça se reproduit à différents moments de la série. Je crois dans plusieurs saisons même, et c'est jamais un plaisir. Mais franchement, oui, effectivement, il faut saluer l'effort. Au moins, il ne parle pas anglais en Italie ou en France. Je pense que les personnages italiens, pour le coup, c'était du vrai italien. Après, moi, je l'entends pas, je le connais pas, donc... Buongiorno. Buongiorno. Ha per caso visto un bambino? Davide? Sì, l'ho rinchiuso in bagno. Ah sì, e perché? È veramente uno scialle magnifico questo. Che lo ha fatto?
una designer, Liliana Rizzari, fa solo lavori in seta. Ti dispiace se chiudo la porta? Ma tu chi sei? Come ti chiami? Levenia Morel. Buon anniversario. Tu sei il mio regalo. Sono stata mandata per te, sì. Sei bellissima. Dovresti imparare a chiedere prima di attaccare una persona. Et si on la racontait cette vengeance concrètement? Ah oui. Et ben du coup, le petit garçon, son grand-père lui a fait une blague et lui a versé son seau d'eau glacée sur la tête là, et il s'est réfugié à l'intérieur. Villanelle le suit et lui dit bah pour te venger, on va faire une blague à ton grand-père, appelle-le à l'intérieur, dis-lui qu'il a un cadeau. Villanelle ensuite prend le petit garçon, l'enferme dans la salle de bain et le vieux arrive et tout de suite qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah, ça doit être vous le cadeau. Horrible. Alors qu'il y a sa femme en bas. Vieux porc. Ouais, non mais l'horreur, tu mérites de mourir en fait. Donc du coup, Villanelle, elle lui demande juste qui a fait ce très beau par-dessus de lit. Lui donne l'info. Et après, elle le poignarde dans l'œil avec une seringue. Incroyable. Mais elle en profite quand même pendant que l'autre agonise de noter la référence de la créatrice du dessus de lit dans sa paume de main. Et puis elle le regarde langoureusement lâcher son dernier souffle. Et elle s'en va. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Beaucoup. Elle a pris une référence, voilà, elle l'a regardé mourir, tout est fait. Et après, le gamin, il sort, c'est des années de thérapie. Le gamin, il sort, et il voit son grand-père mort avec une seringue dans l'œil. C'est fini pour lui, la fête est gâchée. Et elle s'en va là-dessus. Et franchement, quelle classe, quoi. Drop de Mike. Drop de Mike, littéralement. Il manquait un papy, tu fais dodo avec une seringue dans l'œil, et là on y était. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'ils nous servent pas ce genre de truc réchauffé. Il n'y a pas ce genre de line réchauffée. Parce qu'effectivement, il aurait pu dire genre « Papy, tu dors ?» Et en vrai, on l'aurait vu 1000 fois cette scène. Et là, on n'a pas eu ça. Pourtant, et je sens que dans cette scène, dans ce meurtre, il y a une inspiration quand même. Parce que la façon dont c'est filmé, ça rappelle beaucoup Reservoir Dogs et cette scène de torture, pour ceux qui ont vu le film, ça rappelle beaucoup Tarantino. Le fait de nous laisser imaginer ce que l'un afflige à l'autre, en fait. Et vraiment, ce plan est sublime. Tout est caché par Villanelle de dos, en fait. Et ça, je trouve ça très bien fait. On retourne chez Eve, qui est toujours fascinée par les meurtres, visiblement. Oui, on retourne chez Eve, elle est face à son ordi et elle observe des photos du crime. Il me semble que c'est des photos du crime du mec qui a été tué, le russe là. Et on la voit jouer avec un couteau et elle se coupe volontairement la jambe. On se dit ok, en fait il n'y a pas qu'une seule psychopathe dans cette série. Et son mari arrive pour lui demander un peu ce qu'elle a envie de bouffer et tout, et en fait il commence à avoir un dialogue sur est-ce que tu as déjà pensé si tu devais me tuer, comment tu le ferais? Vraiment, on sent qu'elle est vraiment impliquée dans son job à fond. Et lui il dit bah non, j'ai jamais pensé, alors que elle va lui sortir tout le scénario de ce à quoi elle a réfléchi si elle devait le tuer, comment elle ferait pour pouvoir s'en sortir, ou même juste tout simplement pour profiter du meurtre, quoi. Enfin, quand elle parle d'étouffement, elle parle de paralysie, elle le ferait pendant son sommeil, elle le découperait en morceaux, enfin vraiment elle détaille tout, quoi. Tu te dis mais la meuf elle est aussi dingue que Villanelle, quoi. J'adore cette scène. C'est flippant. J'adore cette scène parce que ça dit tellement de choses sur le personnage de Eve, qui est effectivement fascinée par le macabre. Enfin, déjà quand elle disait trop cool quand on lui expliquait le meurtre, on l'avait compris, mais là c'est vrai qu'elle se coupe littéralement la jambe. Et effectivement son mari, c'est vraiment la dichotomie, et ce qui fera que leur couple aura des hauts et des bas et qui aura du mal à fonctionner, parce que lui il est un peu nigo, il n'y a jamais réfléchi, c'est un mec normal, et clairement c'est vraiment le mec lambda, quoi. Il veut une maison tranquille, une femme, et puis faire à manger tranquille, et elle est là, elle réfléchit à comment le tuer si jamais elle devait le tuer. C'est un délire, et elle a vraiment tout qui est préparé. Enfin, on sent vraiment que elle y pense tout le temps, en fait. La mort occupe une grande partie de ses pensées, et c'est ce qui fera qu'elle sera obsédée par Villanelle. Et tu vois, tu dis que elle y pense tout le temps, et en fait on le retrouve juste ensuite quand ils sont tous les deux au lit. Alors déjà moi vraiment cette scène, je me suis dit c'est pas du tout un couple Gaulle, ça ne fonctionnera jamais. Parce que du coup ils se retrouvent tous les deux au lit, elle le regarde en mode ça te dit qu'on baise, il est là bah ok pourquoi pas.
il commence un truc et puis elle s'arrête direct en mode ah non mais je suis en train de penser à la vidéosurveillance du meurtre, c'est pas possible que ce soit une autre personne qu'une femme. Enfin vraiment on sent qu'elle est imprégnée par cette enquête qui n'est même pas la sienne en plus. Enfin on le rappelle, elle est pas censée s'en occuper. Et puis ils se remettent à avoir un minimum de rapports sexuels jusqu'à ce qu'ils disent ah ouais en fait non pas possible, en vrai je suis crevée, allez ciao quoi. Enfin genre cette scène n'a aucun sens. Elle lâche jamais son affaire, et son affaire est 1000 fois plus intéressante que son mariage. C'est ce que lui dira Bill dans quelques scènes, et ça dit beaucoup de leur relation qui pourtant a l'air assez complice, parce que pour autant tu vois quand le rapport sexuel ne fonctionne pas et qu'ils se tournent chacun de leur côté, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de truc de on respecte que l'autre est autant crevé que moi, ce sera pas ce soir, c'est pas grave. Donc on sent qu'ils sont quand même assez à l'aise l'un avec l'autre, il n'y a pas de mauvais sentiments. Mais il y a un truc qui fonctionne pas effectivement dans la manière de penser tout simplement, parce que Eve est obsédée par son taf et lui est un peu à des milliers de kilomètres de ça. Après moi je trouve qu'il s'implique quand même un peu, parce que tu vois quand elle est en train de réfléchir là à tout ça, il réfléchit avec elle, tu vois, il lui dit bah je sais que tu t'es trompée de département, t'aurais jamais dû être dans cette section là, t'aurais été une meilleure espionne, enfin voilà, et on sent qu'il s'implique quand même et qu'il l'encourage, mais il l'encourage à quoi? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point Eve a le souci du détail, quoi. Ça turbine là-dedans, et tant que toutes les pièces du puzzle ne sont pas assemblées, ça va turbiner tout au long de l'épisode. Et ça, c'est vraiment plutôt bien exposé dans cette scène. Chapitre suivant. Villanelle aime avoir de la visite. On découvre que la petite chère Villanelle s'est fait un petit plan à 3 pépouze. Constantine revient voir Villanelle et lui rappelle qu'elle n'a pas correctement fait son travail, puisqu'il y a toujours un témoin qui est en vie et qui sera entendu par la police prochainement. Villanelle ne focalise que sur le fait que Constantine... Et dis donc, t'as pas changé ta coupe de cheveux, toi? Qu'il ait peut-être une coupe de cheveux différente. Bref, elle prend ça avec distance et se marre et dit que t'inquiète pas, de toute façon on me chopera jamais. Constantine lui demande en tout cas de maquiller le futur meurtre en suicide. Ce côté détaché de Villanelle, ça vous a marqué? Oui, elle en a vraiment rien à secouer. Vraiment rien à secouer. Et même tout le truc de faire passer ça pour un suicide, on se doute bien que c'est pas son style. Enfin, maintenant qu'on la connaît un peu depuis une demi-heure, on comprend bien que le truc de faire passer ça pour un accident, c'est pas sa patte. Et puis il y a tout ce truc, franchement, la bisexualité, le fait qu'elle est à Paris, enfin, il y a trop de choses. Et je l'aime trop, en fait. Et la seule chose qu'elle demande, c'est est-ce que mes billets seront en première classe pour aller à Paris, enfin, pour aller à Londres, pour aller régler ces histoires de témoins. Et ça matérialise aussi le fait qu'elle sélectionne, quand tu t'adresses à elle, elle sélectionne ce qui l'intéresse. Elle comprend, elle pige en 2 secondes, et puis après, elle est en mode sélection. Non mais attends, là je suis perturbé par ta coupe de cheveux. Non mais attends, j'ai besoin de telle info. Pour le reste, je compris, je ferai ce que tu veux, arrête de m'emmerder. Et ça, c'est plutôt, encore une fois, intelligemment fait. Oui, Solène ? Moi, je voulais juste rajouter un truc, mais je sais pas quand est-ce que tu voudras le mettre dans le montage. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est avec Villanelle, c'est des images qui sont quand même assez chaudes, avec pas mal de couleurs et tout. Et à chaque fois qu'on est avec Eve, c'est des images qui sont quand même assez froides, grises. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment ce parallèle aussi. Et je trouve que ça donne l'impression que Villanelle, elle kiffe ce qu'elle fait parce que t'es dans la chaleur et tout, alors qu'elle tue des gens, hein, donc bon voilà. Et que Eve, elle se fait royalement chier dans son taf avec la grisaille londonienne. Même ses tenues, elles sont toutes, elles sont sans couleur et tout, elles sont fades. Ce qui est souvent le contraire, quand c'est souvent le protagoniste qui a les couleurs un peu vives et souvent le tueur qui est souvent russe. C'est les couleurs froides, c'est le seum et c'est la tristesse. Et là, c'est vrai que ça inverse un peu ces codes-là. Je ne vois pas de quelle guerre froide tu parles. Et ce qui est intéressant, c'est que tu en as une qui est en plein épanouissement et l'autre qui est à la recherche de l'épanouissement et qui pour l'instant est dans la zone grise, en effet. L'assassin de Kedrin était bien une femme. Oh, c'est J'ai pas interrogé vrai. le témoin Je et te il l'a redonne ton confirmé. argent à la condition que tu la boucles. On a des images de vidéosurveillance. Non. Il n'y avait pas d'image de vidéosurveillance jusqu'à ce que je suggère que c'était peut-être une femme. Est-ce que tu viens de dire que tu as interrogé le témoin? Ève, tu es devenue folle. Je ne suis pas folle, je vais bien, voyons. Dès que je parle de cette femme, les images débarquent. Alors soit quelqu'un fait tout pour empêcher que ça se sache, soit quelqu'un est trop fainéant pour suivre cette piste. Tu es en train de me soupçonner de quelque chose? Je sais pas trop, c'est pas impossible. Oui, t'es peut-être un fainéant. On s'en fiche que ce soit une femme, ce serait un alien que ce serait pareil. Oui, mais c'est une nouvelle. Et elle est prolifique, Bill. Regarde ça. C'est pas notre boulot. Je rassemble ces articles depuis des mois. Hier, elle était en Toscane.
Kasha est la seule piste que nous ayons, et demain matin, elle sera le témoin de quelqu'un d'autre. Oui, ils l'interrogeront et découvriront tout par eux-mêmes. Et s'ils sont dans le coup? Dans quel coup? Chapitre suivant. Viens, on échange nos déjeuners. Et 2-3 infos importantes. Donc là, Eve, on retourne du coup côté Eve à Londres. Elle mange avec son manager Bill, mais qui est en fait plus un ami qu'autre chose. Ils mangent ensemble, ils décident de s'échanger leur déjeuner. Mais qui fait ça? Mais c'est trop étrange. Ouais, surtout que son déjeuner à lui, il était vachement mieux. Mais oui, elle lui donne un vieux truc là. Et ils ont l'air de faire ça souvent. Donc, est-ce que des gens font vraiment ça? Moi, si j'ai fait mon propre déjeuner, mais plutôt te mordre que de te donner mon déjeuner. Surtout que là, il avait des trucs trop beaux. Mais oui, ça avait l'air si beau, bref. Donc, mais c'est quand même mignon, parce qu'ils ont quand même une relation très proche, quoi. Ils sont amis, en fait. Et donc, Eve tient, on a bien compris que ça l'obsédait, donc elle tient à reparler de cette affaire et qu'elle voulait avoir le fin mot de l'histoire. Et en plus, là, il y a eu le meurtre en Toscane, et Eve a tout de suite fait le lien. Pour elle, c'est la même personne. Elle accuse Bill d'être flemmard, de pas vouloir regarder plus que ça, de vouloir se donner le minimum de taf. Et Bill lui rétorque que c'est pas parce qu'elle se fait chier dans son mariage en fait elle doit inventer des problèmes. Et là c'est un peu violent, et en même temps on sent que c'est un peu vrai, parce que Eve se rebiffe mais elle ose rien dire parce que je pense qu'elle sait que c'est vrai. Parce qu'elle se fait vraiment chier dans son mariage et qu'elle a très envie d'être mise sur une affaire un peu plus palpitante, quoi. Et du coup, Bill va finir cette scène en l'envoyant à l'hôpital pour vérifier que la témoin est en sécurité. Mais ça met un peu les mots sur ce qu'on ressent depuis le début du pilote. Son mariage ne va pas mal, mais n'est clairement pas assez excitant pour elle, qui a besoin de choses un peu glauques en fait, pour la maintenir éveillée, quoi. Exact, je veux du cadavre découpé pour me sentir en vie. Pour me sentir vivante. C'est étrange. Et oui, et puis au fur et à mesure des épisodes et des saisons, on sera de plus en plus sur la corde raide. Ce couple sera de plus en plus sur la corde raide. En effet. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ce passage, c'est quand Eve, la pauvre, elle sait pas ce qu'elle dit quand elle a sorti ça. Les problèmes ne s'intéressent pas à moi. Ma pauvre, si tu savais, j'ai écrit dans la suite. Tu savais ce qui t'attend. Faut faire attention à ce qu'on souhaite, toujours. On prend la direction de l'hôpital où se trouve le témoin en question. Ouais, du coup là, Eve, elle arrive à l'hôpital et elle n'arrive pas toute seule. Elle est accompagnée de Dom. Donc Dom, c'est le jeune qui avait traduit l'enregistrement qu'elle avait fait de la témoin, parce que elle a envie de le faire passer pour un membre de la famille pour pouvoir discuter avec la témoin. Enfin voilà, pour en savoir plus et pour encore la faire parler, quoi. Et donc ils arrivent à l'hôpital et ils attendent devant la chambre que la témoin puisse se réveiller, ou je sais plus ce qu'ils attendent. Enfin bref, l'infirmière les fait attendre. Et donc Eve en profite pour aller aux toilettes. Et là, c'est la rencontre avec Villanelle. Non, plot twist. Non mais vraiment, trop bien. Donc Eve, elle est face au miroir des toilettes parce qu'elle se refait une beauté. Et Villanelle sort des toilettes habillée en infirmière. Et elle s'observe, enfin franchement elle s'observe et tout, mais ni l'une ni l'autre ne sait qui est qui en fait. Donc nous on sait, et on a vraiment un truc un peu privilégié, quoi. Et la seule phrase qu'elles vont échanger, c'est Villanelle en sortant habillée en infirmière qui va dire à Eve que il faut qu'elle garde les cheveux détachés, que ça lui va mieux. Non mais rien que ça, quoi. Oh mon Dieu. Non mais la tension dans cette phrase, déjà, le truc c'est un truc qui est presque pas amoureux, mais en tout cas il y a une certaine charge sensuelle dans cette phrase-là, genre wear it down, genre laisse tes cheveux détachés. Il y a quand même un truc. Le regard de Jodie Comer sur son drap, c'est comme si c'était Love at First Sight, quoi, la façon dont elle le regarde. Il y a un truc qui se passe tout de suite, il y a une étincelle. Ouais. Mais moi, je veux qu'elle me regarde comme ça, Jodie Comer, mais prends-moi. Oui, moi également. Je suis prête à laisser les Polonais. Et donc finalement, Villanelle s'en va, on laisse passer 2-3 secondes, quoi, et Eve sort des toilettes. Et là, c'est un peu une scène apocalyptique parce qu'il n'y a plus personne dans l'hôpital, tous les téléphones sonnent, il n'y a personne pour y répondre. Et elle marche jusqu'à la chambre où il y avait la témoin. Et là, elle découvre une scène de crime. Globalement, tout le monde a été tué. Elle retrouve plus Dom. La témoin est tuée, les médecins sont tués, les flics qui étaient là pour la surveiller aussi. Et Dom arrive sur ses entrefaits en mode « Ah bah, je t'ai ramené un café !» Et en fait, on découvre la scène de crime, quoi. Heureusement, lui n'est pas mort, mais voilà. Elle a failli à sa tâche, quoi. On s'attend à ce qu'il soit mort, effectivement. Il y a quand même un doute pendant un long moment. On se dit, déjà, beaucoup de monde est mort, mais en plus, elle est 100% responsable de la mort de ce garçon qui a l'air d'avoir 17 piges. C'est ça. Elle en voulait des cadavres, elle en a eu. Ah bah là,
Le sol de l'hôpital. C'est bon, elle voulait des problèmes, ils arrivent. Et voilà. Ils sont là. Heureusement que Dom était parti chercher de quoi grignoter, hein, parce que franchement, une scène, pour le coup, la plus stressante peut-être. Ouais. Là, il y a beaucoup plus une montée en pression que sur les autres morts qui finalement sont attendus. Complètement, il y a tout ce plan séquence où elle sort des toilettes et tu comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. T'as vu de toute façon Villanelle sortir, donc tu te doutes bien que... Elle n'a pas maquillé ça en suicide, hein, clairement. Alors là, c'est elle a raté. laissé sa trace. Ou alors c'est le suicide le plus étrange du monde, mais là c'est plutôt raté, effectivement. Dans une scène en effet qui va vous marquer, vous donner envie de regarder la suite. Ouais. Allez, dans la scène suivante, je vous propose une réunion avec les chefs, Frank et Caroline. Qui n'aime pas des réunions avec CN+2 en fait. On se fait chier pour préparer la future réunion. Prenez des notes. Lisez entre les lignes dans ce podcast. Hein. On retrouve du coup le fameux Frank, celui qui n'était pas invité à l'anniversaire et que personne n'aime. Donc Frank est en train de passer un savon à Eve en présence de toujours Caroline qui est du coup effectivement en charge de l'enquête sur ce meurtre. Il la blâme pour la mort de toutes les personnes dans l'hôpital. Eve essaye de se défendre et essaye aussi d'exposer sa théorie selon laquelle c'est une femme. Elle va donc parler du fait qu'elle l'a enregistré et qu'elle a passé la bande à son mari et à Dom, ce qui est pas vraiment légal. Et du coup Frank la vire. Ce qui est l'occasion pour Eve et pour Bill de l'insulter. On sent que ça vient de loin, on sent que ça fait des années qu'ils ont envie de l'insulter. Du coup, Bill est également viré, mais c'est un beau moment de fraternité. Et puis on sent que Eve, de toute façon, n'a pas sa place dans ce milieu-là, donc c'est mieux aussi comme ça. J'aime beaucoup dans cette scène, juste avant que Frank et Caroline n'arrivent, quand Bill lui dit à Eve qu'elle est brillante. En gros, mais je comprends pas que tu sois qu'à ce niveau, qu'à ce taf quoi, de coordinatrice, tu vois, des enquêtes, parce que tu mérites d'être au cœur de l'enquête et d'investiguer. Et j'aime beaucoup toute la confiance qu'il place en elle, même s'il la charrie beaucoup et tout. C'est vraiment, il se dit, ton destin, meuf, c'est pas de rester à ce poste-là, c'est d'évoluer. Et on sent avec cette scène-là aussi que Caroline, justement, elle est pas inintéressée au personnage de Yves, parce que déjà à la première réunion, quand Yves avait dit qu'elle était sûre que c'était une femme et tout, elle était quand même assez perplexe de savoir pourquoi. Et là, encore une fois, elles échangent là-dessus en mode mais pourquoi est-ce que vous aviez raison? Donc Eve redit c'est une femme, naninana. Et quand elle les virait, Yves, on sent que Caroline, elle va pas la laisser partir comme ça en mode il y a un truc qui va se tramer quoi. En effet, et ça se passe dans la scène suivante. Je vous propose un retour chez Eve, tranquillement posée avec son chéri. Et on sonne à la porte, on se demande bien qui c'est. Et c'est Madame Caroline Martins qui débarque, la boss qui demande à Eve si elle a besoin d'aller chez l'épicier. Assez étrange, hein. Si votre boss fait ça, drapeau rouge, hein, les amis. Red flag. Non mais il y a que des personnages chelous dans cette série en vrai. Personne n'a des comportements normaux. J'ai oublié de dire d'ailleurs que cette comédienne... Fiona Shaw, si je ne me trompe pas, elle joue la psy de Fleabag, la saison 2. Right. Buy some milk. Oh. Well, he'll think you're having an affair. Oh, I don't think he'd ever think that. They all think we're having affairs before they think we're secret agents. Oh, no, I think Nico would assume I was an agent before ever thinking that I was having an affair. You might want to make him think you're having an affair then. Hope to see you Thursday. Eve et Caroline font connaissance et on apprend, grâce à Caroline, que cette tueuse opère depuis 2 ans dans 10 pays différents. Elle est redoutable et en plus, tu sais quoi, Eve, elle commence à se la péter un peu et ça m'agace. Et Caroline fixe un rendez-vous à Eve, jeudi prochain, hein, pour leur future collaboration et pour évidemment, dans l'objectif de choper Villanelle. Moi, je voulais quand même dire que j'adore le comique dans cette scène parce que... Avec le lait ? Avec le lait, où Caroline force Eve à acheter du lait pour pas qu'il la pense infidèle. Et Eve lui dit non, mais jamais il me penserait infidèle. Il penserait d'abord à agent secret. Et Caroline lui dit ce serait mieux qu'il vous pense infidèle. Et c'est là, c'est aussi une ouverture sur le fait que ça va être compliqué en fait d'être marié et agent secret. Ça va mettre beaucoup de pression sur son couple et c'est déjà compliqué là maintenant. Et Caroline lui dit à demi-mot qu'en vrai son mariage il est un peu, ce serait mieux si c'était pas là quoi. C'est clair. Dernière scène avec Villanelle. Dernière scène qui est donc chez elle dans son magnifique appartement parisien dont on a déjà parlé, et elle s'est achetée avec sa petite paye
d'argent sanglant, le couvre-lit qui a été repéré en Toscane et qui est effectivement de toute beauté. Elle en est très contente et je suis très heureuse pour elle. Et on voit du coup qu'elle a encore reçu une nouvelle mission qui sera cette fois en Bulgarie. En effet, magnifique. Tu me fais penser d'ailleurs, en parlant de Villanelle, je repense à ses meurtres tout à l'heure. À chaque fois, j'ai oublié de le souligner, elle était habillée en bleu. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais chaque meurtre qu'elle commet, sa tenue d'infirmière et lorsqu'elle tue le papy en Italie, elle est habillée en bleu. Ah ouais, j'avais pas remarqué, mais tu as raison. Je sais pas si ce sera ça tout le long, je suis pas La sûre. mode est vraiment extrêmement soignée en tout cas. Ah oui, par contre, il y a une attention sur les costumes c'est une icône, Villanelle. C'est une modeuse, hein. Elle adore ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'amusait à soupirer dans le manoir en Italie, là, dans la maison. Mais c'est quoi ces trucs vieillots? Parce qu'elle a ce souci de se sentir... je suis en bombe, quoi. Ouais. C'est un de ses premiers plaisirs. Je pense qu'avec sa paye qui est délirante, elle se paye pas grand-chose d'autre que des fringues de créateur. Et c'est ainsi, donc, sur cette villanelle allongée, sur ce magnifique drap soyeux qu'on imagine, que s'achève le pilote de Killing Eve, ou Killing Eve. Alors, bah oui, en bon franchouillard. Killing. Quelle moqueuse, hein, c'est pas possible. Hein. Bon. Killing Eve. Je vous invite à élargir un peu le spectre après cet extrait. Nous allons nous tourner vers l'avenir. Il n'y a que 4 saisons et 32 épisodes, comme j'ai indiqué en début d'émission. Et j'aimerais juste savoir quelle est pour vous, vu que vous aimez beaucoup la série, savoir déjà quelle est la saison que vous aimez le plus et peut-être celle que vous aimez le moins. Qui se lance? Solène? Bah oui, je peux commencer. Alors, vu que je sais un petit peu ce que vous allez dire, je vais prendre le contre-pied de ça. Et donc, moi, je vais dire que la partie que j'ai vraiment préférée, c'est le début de la saison 3, mais du coup, ça va spoiler vraiment pour les gens qui n'ont pas... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à avancer de quelques secondes, s'il vous plaît. En fait, au début de la saison 3, Kenny, le fils de Caroline, meurt. Maquillé en suicide pour le coup, et en fait dans les 2 premières saisons, Kenny et Eve vont vraiment créer une relation pro et humaine qui, moi je trouve, qui est hyper intéressante. Et vraiment, quand il y a eu ce rebondissement là, moi je m'attendais pas du tout à que ce soit Kenny qui meurt, et du coup j'ai vraiment eu envie de continuer la suite parce que c'était trop pour moi. J'étais non mais pourquoi ils s'en prennent à la personne la plus gentille de cette série? Et donc ouais, j'ai bien aimé ce rebondissement là dans le scénario, et c'est aussi pour dire que c'est pas la saison 1 que j'ai préférée, parce que c'est ce que vous allez dire. Évidemment qu'on va prendre le personnage le plus adorable, référence de vieux, Glee. Dans la série Glee, à un moment donné, le père de Kurt est homosexuel, le père est déjà déconstruit et très à l'aise avec toutes ces idées-là, et on apprend qu'il a un cancer et qu'il va peut-être mourir. Évidemment que l'attachement est puissance 1000, il était déjà là, parce que c'est un homme extrêmement ouvert, et qu'on se dit putain, on espère qu'il va pas mourir. Et évidemment que c'est un schéma narratif, un trope, comme on dit aujourd'hui, parce que, qui se répète et qu'on retrouve dans beaucoup de séries. Oui, qui est d'autant renforcé par le fait qu'il est jeune, Kenny. Enfin, il a une vingtaine d'années, c'est le fils de Caroline. Enfin... C'est le seul humain, en fait, aussi parmi ces psychopathes. Et c'est le seul qui a effectivement des comportements normaux. Oui. Et ce qui est très joli à suivre, c'est comment sa mère gère le deuil derrière sur tout un ensemble d'épisodes. Toute l'enquête qu'elle va mener avec Yves, c'est ouf, hein, franchement, ouais. Ma chère Colline, toi, quelle est ta saison préférée de Killing Eve? Bah, évidemment la 1. On s'y attendait pas. Parce que donc Phoebe Waller-Bridge effectivement part du projet à la fin de la 1 passe le flambeau, et donc après je dis pas du tout que c'est nul, hein. La saison 2 je trouve tient est encore très solide. Je trouve que dans la 3 et la 4 ça se casse un peu la figure.
Mais dans la une, je trouve que c'est brillant, c'est super bien mené. Les personnages sont développés, chaque épisode est à la fois drôle, beau, bien écrit. Et je trouve que la série se termine sur... il y a une vraie rencontre. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vue, passez de quelques secondes. Mais la rencontre ultime entre Villanelle et Eve dans cet appartement parisien, où il y a une tension qui est dingue, et en même temps une haine aussi, parce que Villanelle a tué des proches de Yves, et donc il y a tout ça qui s'entrechoque, et je trouve que la rencontre finale est incroyable. Enfin, je trouve qu'on fait peu de séries comme ça qui arrivent à véhiculer autant en seulement 8 épisodes. Il faut quand même le noter, c'est 40 minutes chaque épisode, et c'est que 8 épisodes, et t'arrives avec un univers et des personnages qui sont extrêmement riches. Et je crois justement que tu viens d'évoquer le climax de la série, parce qu'après, malheureusement, comme on a déjà eu cette tension sexuelle, animale entre eux, c'est difficile de mettre un mot dessus d'ailleurs, ce lien entre les deux, ils étirent cette idée de maintenir une connexion spirituelle, fusionnelle, charnelle, ce que tu veux, tout ça mélangé à la fois. Je sais que c'est très contradictoire, mais pourtant c'est tout ça qui s'entremêle, et il l'étire en saison 2, il l'étire en saison 3, et moi ça m'a un peu sorti de la série. Saison 2, c'est un peu une scène en miroir où c'est la même chose, sauf que cette fois c'est pas Yves qui blesse Villanelle, mais le contraire, c'est Villanelle qui tire sur Yves, et c'est une scène en miroir, ça réinvente peu de choses, parce que finalement on l'a déjà vu, mais ça marche encore. Je trouve qu'en saison 2 ça marche encore. Et elle la laisse pour morte en effet, et rappelons, pour jouer un peu les chauvins, qu'en saison 3 il y a l'arrivée de notre Frenchie, Camille Cotin. Je sais pas si son perso vous a plu, mais de toute façon on la voit pas beaucoup et ça m'a pas marqué. Bon, peut-être un épisode qui vous a un peu plus marqué, mais je crois que tu l'as un peu dit, Colline. Oui, moi ça sera le dernier épisode de la saison 1 du coup. Et Solène, toi, un épisode qui t'a peut-être plus marqué que d'autres ? En fait, en vrai, je me rappelle avoir adoré la série, mais j'en ai très peu de souvenirs. C'est l'un des problèmes, ouais. Ouais, alors que pourtant, vraiment, je la conseille, je sais que c'est une très bonne série, et j'ai vraiment des facilités à dire aux gens de la regarder. Mais m'en rappeler, même là en réfléchissant à la fin, je me rappelle même plus comment ça termine, si on a une résolution à toute l'histoire qu'il y a en 4 saisons ou si on n'en a pas. Enfin vraiment. La première saison, t'as pas de souvenir ? Bah si, je me rappelais très bien de la scène en Toscane par exemple. Je me rappelle scène dans le nightclub aussi, je trouve. Si, je me rappelle très bien de la scène en boîte. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à la fin de la première voire deuxième saison, on n'a plus de souvenir. Moi, j'ai regardé la saison 3, je n'en ai aucun souvenir. Ah bah moi, alors la saison 4, j'ai quand même quelques souvenirs parce que, alors désolé encore du spoil, mais j'ai des souvenirs de Villanelle en fait qui rencontre sa famille, et donc ça pour moi c'était marquant parce qu'elle cherche un peu des réponses à qui elle est dans la saison 4, parce qu'elle est tellement amoureuse de Yves qu'elle sait qu'elle n'arrivera pas à la récupérer si elle devient pas un peu normale. Mais du coup c'est un peu, on se perd un peu, et là où je me demande aussi, c'est la saison 3 ce que tu décris, hein. Ah, c'est la saison 3 ? Donc c'est dire. Ouais. Ah ouais, bah tu vois. Ouais. Et ça se finit pas bien pour Nico. Oui, la série elle est quand même inspirée d'un livre à la base, et donc je me demande à quel point c'est fidèle, jusqu'à quelle saison c'est fidèle au livre. Est-ce que en fait là où tout est hyper bien dans la série c'est le livre, et est-ce que après ça devient inventé parce qu'il n'y a pas de suite, j'en sais rien. Amis auditrices et auditeurs hyper fans, vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à répondre à cette question que vient de poser Solène, ça nous intéresse vraiment de savoir. On n'a pas évoqué les livres, effectivement, que je n'ai pas lu non plus. Moi non plus, vraiment, j'avais un regard en étant vierge totalement avant d'aborder cette série. Je parle bien sûr de lecture. Donc... Ça suffit. On était si proche de la fin, Junior. Ça vole pas aujourd'hui, j'en suis navré. Donc... Même moi j'ai honte, je me fatigue. Bon, en tout cas, on vous laisse vous faire votre propre avis sur Killing Eve. On vous invite bien sûr à dépasser le pilote, même si il faut, parce que c'est notre mission, accorder une note à celui-ci. On en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on vient d'évoquer, je vous écoute pour votre note, mesdames, et la justification de celle-ci, avec une appréciation globale de l'épisode en évoquant ses forces et ses faiblesses. Voici l'échelle de notation, je la rappelle. 0 inadmissible comme le niveau de blague aujourd'hui, 1 exécrable, 2 très mauvais, 3 mauvais, 4 insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisant, 7 bon, 8
très bon. 9 exceptionnel, 10 parfait, comme les chroniqueuses qui sont avec moi aujourd'hui. Merci. Profitez de ce compliment, il n'y en aura plus. Donc, jusqu'à la fin de la saison. 45 minutes pour le sortir. Ça fait plaisir. Petit rappel du classement. Donc, flop 5, les 5 pires séries. Hartley Cœur à vif, dernière. Emily in Paris, avant-dernière. Undo Stress à l'antépénultième place, 19e. Malcolm 18e et The Sun 17e. Dans le top 5, je rappelle 5e The Big Bang Theory, 4e Buffy contre les vampires, 3e Dr House, 2e Seinfeld et première, toujours vissée sur son trône, la série The Crown. Alors, je vous écoute, mesdames, pour votre note. On commence par Solène. Allez, Solène, moi je s'il voulais que te ce soit plaît. Colline qui commence. Colline d'abord. Non, vas-y Solène, c'est pour toi. Ah mais j'hésitais. J'avais noté une note, mais en fait j'hésite. Tu sais, tu peux déclamer d'abord ce qui t'a marqué, ce qui t'a plu et déplu, et de là, tu verras que ta note viendra plus facilement. Moi, je suis hyper mitigée parce que j'ai vraiment envie que tout le monde voit cette série, parce que c'est soutenir le travail d'une réalisatrice avec tout ce qu'on a pu dire et entendre dans la sphère féministe. Franchement, je trouve que la saison 1 notamment est vraiment exceptionnelle. Et en fait, c'est difficile de détacher le pilote de la suite de la série que j'ai vue, parce que moi, c'est la première fois que je fais un PPP où j'ai déjà vu la série. D'habitude, je note juste le pilote, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et là, j'arrive pas à me détacher de la suite. Et du coup, la note est forcément hyper positive, mais je sais pas si c'est pas trop. Non, franchement, je pense que je vais mettre 9 parce que dans les différentes séries et pilotes que j'ai pu regarder pour ce podcast, je trouve que c'est vraiment le meilleur que j'ai vu en termes de narration, de scénario, d'image, de qualité d'acteur, etc. Tout y est en fait. Franchement, je vois pas ce qu'elle aurait pu faire de mieux. Même si, on m'a toujours dit, il y a toujours une marge de progression, donc on met jamais la meilleure note, voilà. Exceptionnel. Pour qu'est-ce qui t'a plu en termes de qualité tout au long de cet épisode en quelques mots? Pour bien qu'on cerne pourquoi 9? C'est ce que j'ai dit pendant l'épisode. Moi, c'est vraiment ces images très grises pour Yves, ces images très chaudes pour Villanelle. Tout, à chaque fois qu'elle est à l'étranger, en fait, ça parle dans la langue du pays. Et je trouve que c'est vraiment une immersion. Que quand on voit Villanelle à l'écran, il n'y a pas besoin de paroles pour comprendre ce qu'elle vit et ce qu'elle est en train de faire. Tout est fait sans paroles. Et je trouve que ça se suffit elle se suffit à elle-même en fait dans son personnage de folle. Solidité narrative, solidité dans la mise en scène. Et puis le comique, il arrive toujours pile au bon moment, correctement. Franchement, on rigole alors que pourtant on est face à une tueuse en série, quoi. Bon, 9 exceptionnel pour Solène, je note. Oui. Solène, tu es coefficient 2, c'est le retour de Colline, donc on va te donner le coefficient 3. Évidemment, j'abaisserai la note derrière si elle est trop élevée. Vous me connaissez, je suis le Chris Marcas ici. Donc, évidemment. Donc, Colline. Tu sais quoi, je vais mettre 9, rien que pour t'embêter. Oh non. C'est pas pour t'embêter, je pense que c'est mérité. Je pense que c'est un des meilleurs pilotes que j'ai vu ces dernières années. Et honnêtement, même si, encore une fois, je suis pas fan de la manière dont la série évolue, je trouve que le casting, les décors, les costumes, les dialogues, effectivement, tu le disais Solène, l'humour est super bien manié. Tout est là, les personnages sont définis. Il y a vraiment des moments qui sont marrants et ils arrivent à rendre des scènes de meurtre fun. C'est quand même étrange. Et puis aussi, il y a le fait que c'est des personnages féminins très forts, que ce soit devant la caméra ou en showrunner. Peut-être que je suis un peu biaisée parce que c'est Phoebe Waller-Bridge qui a écrit les 2 premiers épisodes que je trouve excellents parce que vraiment j'admire la façon dont cette femme écrit et à l'écran il se passe quelque chose, quoi. Je trouve je vois pas quelqu'un regarder le pilote et se dire je laisse tomber, c'est nul. Je vois pas et pour moi c'est ce que doit faire un pilote, faire en sorte que tout le monde ait envie de continuer, et j'ai du mal à voir comment tu pourrais t'arrêter avec ce pilote. Très bien. Je valide tout ce qu'elle a dit. 8. Elle a dit 9, hein. Tu es en train d'essayer de gratter des points là. Junior, il tente de baisser. Ah merde, 9 exceptionnel. Ok. En fait, 8, c'est la note que je vais mettre moi. Ça dure 40 minutes, un peu plus, 41, 42. Je n'ai rien senti passer. Ça file à une vitesse. Pourtant, en prenant son temps, c'est extrêmement bien joué. C'est subtil. Et ça fait du bien parce que ça change de Undo Stress et d'Hartley Cœur à vif. C'est subtil, c'est intelligent, c'est malin. Ce qui me touche personnellement quand je regarde un pilote, c'est quand dès le pilote, on se dit « Ok,
on a Eve Polastri, on a Villanelle, on n'a plus Jodie Comer de la série précédente, on n'a plus Christina Yang. Quand l'incarnation est ancrée dans l'esprit du téléspectateur aussi vite, vous avez fait un bon quasi 50% du travail. Et en plus, quand l'intrigue est savamment distillée, sans être trop complexe, parce que vous voyez, on a réussi à vous expliquer la mort du diplomate et tout ça, sans que ce soit trop complexe, sans que ce soit trop lourd. Je dis chapeau parce que ça pouvait vite être plus aride et il évite ce piège. Par exemple, j'ai regardé le pilote pour un prochain PPP, on se calme, c'est pas tout de suite, mais pour Daredevil, waouh, toute la trame juridique est hyper complexe et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il n'y a que les scènes d'action qu'on attend avec impatience. Et là, on a des scènes d'action, on a des scènes comiques, on a une interprétation qui est solide, on a une structure narrative qui est forte. C'est un très bon pilote. 8. Parfait. Oui, Colline, tu voulais dire. Non, il y avait je me disais, quand tu en parlais, il y avait un autre écueil aussi, je pense à tous ces films et toutes ces séries qui font je déteste ça, tous ces trucs sur la drogue, les cartels, la mafia, les Russes. Il y a toujours des écueils de scénarios qui sont hyper faciles. Les méchants, ils sont russes et ils sont trafiquants d'êtres humains, ou ils sont trafiquants de drogue, ou alors ils sont sud-américains trafiquants de drogue, c'est plutôt dans ce sens-là. Et là, je trouve que ça évite ces trucs-là, parce qu'elle est russe, elle est quand même russe. Mais ça prend un peu le contre-pied elle est pas juste chiante, elle parle avec un accent comme ça, et elle est hyper maline, elle est hyper fun, et le côté marrant c'est de son côté en fait, c'est pas le côté des gentils à Londres, et c'était un écueil, et je trouve qu'ils ont vachement joué avec ce trope de la méchante russe et la gentille anglaise. Impeccable, en effet, c'est un vrai plaisir. Quand tu parles d'accent d'ailleurs, ça me fait penser, pour la petite histoire, si vous regardez en VF, la voix de Constantine, c'est la voix de Féodor Atkin, alias la voix française de Dr House, alias la voix française de Jafar, et il parle avec un accent russe aussi. Là, tu tombes dans la caricature. J'adore Constantine. Regardez en VO. Oui, voilà. Il a un petit accent en VO aussi, quand même. Oui, c'est normal. Quand c'est accent en VO, il n'y a pas de problème pour l'accent en VF. Mais juste comme c'est la voix de Dr House et qu'elle est très familière dans nos oreilles, on sait qu'il n'a pas vraiment d'accent russe. Voilà. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre avis sur la série Killing Eve, qui est disponible. Killing Eve, qui est disponible sur la plateforme Canal+ série et sur MyCanal également. Sinon, bien sûr, elle est disponible en DVD et Blu-ray. Donc, quand on fait les calculs, la note globale de Killing Eve est de 8,7, 8,71. Quand on reprend le classement, elle se classe très bien, les amis. Elle rentre dans le top 5. Bah oui. Elle est 5e. Devant Big Bang Theory. Elle est 5e, mais c'était quoi les notes des autres? Alors, Big Bang Theory 8,4, Buffy 8,85, ex-aequo avec Dr House, deuxième Seinfeld 8,9 et première The Crown 9, tout rond. Je suis déçue. De même. Non, mais heureusement qu'on détrône Big Bang Theory, faut pas déconner. Enfin, non mais alors par contre, moi je suis pas d'accord avec toi, sérieux. parce que j'étais aussi dans l'épisode de Big Bang et j'ai très bien noté Big Bang. C'est un scandale. Faut m'inviter plus souvent que je mette 3 à ce genre de série. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont difficiles. On finira ce débat après avoir dit au revoir. Un pilote presque parfait. Ça y est, c'est fini. Un grand merci à toi, Colline, d'avoir pris le temps de revenir dans ce podcast. Merci infiniment. Toujours avec plaisir. Et un grand merci à toi également, Solène. Je rappelle bien sûr qu'on te retrouve dans ton podcast à toi qui s'appelle Friendship et qui traite des relations amicales dans toutes ses formes. Merci beaucoup. Merci Junior. Sachez que dans le prochain épisode d'Un pilote presque parfait, on parlera du pilote de la série Mentaliste avec le beau Patrick Jane. Voilà, c'était anciennement diffusé sur TF1, donc je vous invite à la regarder, à la préparer, et puis on en parlera ensemble avec un camarade du podcast Pelli Prod. Je tiens à vous remercier déjà de nous avoir suivis, bien sûr. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre, ainsi que tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles, ça nous fera plaisir. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.